Allez! Vous avez le droit de vous lever, hein? Et vous avez les paroles aussi. Vous avez le droit de lever les mains, hein? Hey. Bonsoir! Bonsoir à tous! On est tellement heureux de vous avoir avec nous ce soir, vous pouvez vous installer. Quelle ambiance! Beaucoup de surprises ce soir. Alors on va démarrer tout de suite en remerciant le CEJ de nous accueillir. On peut les applaudir s'il vous plaît? Merci! Merci Joël Mergui, merci Elie Corchia, merci à toutes les équipes. Vous êtes merci toujours là. Merci à Myriam. Elle est où? Voilà, ils nous ont aidés. Regardez, pour l'occasion, on a eu droit à une installation inédite. 4 écrans pour que vous puissiez voir mieux qu'au cinéma. Alors il faut juste pas se mettre devant les rétroprojecteurs, sinon voilà, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc pour remercier le CEJ, vous savez, comme tout centre communautaire, ils ont besoin d'avoir un petit peu d'aide. Donc n'hésitez pas à faire une jolie photo de ce QR code. Merci pour eux d'avance, par avance. Alors on continue, on vous donne les petites infos pratiques pour cette soirée. Donc nous, DDF, on a également des QR codes qui peuvent vous intéresser, que vous pouvez partager. Donc on a ici le WhatsApp, le Telegram, on a notre fameuse bibliothèque DDF sur laquelle vous pouvez retrouver les anti-sèches. Vous allez pouvoir avoir des cours d'histoire, des cours du soir. C'est vraiment intéressant, ça va vous nourrir intellectuellement et ça va vous aider dans cette guerre de la vérité. Parce qu'on est seul, mais on est ensemble. Vous pouvez l'applaudir ça, s'il vous plaît. Seul, mais ensemble. On a également le
X, ici. Vous avez également YouTube où vous retrouvez tous les replays de nos soirées ensemble du mercredi. Instagram et Facebook ce soir pour vous. Et vous pouvez nous suivre à tout moment. Alors, on va commencer tout de suite, parce que oui. c'est une soirée un peu complète. Vous savez que vous allez voir le documentaire de Supernova sur le festival qu'a produit Arthur. Vous savez que vous allez voir Bernard-Henri Lévy qui va s'il vous plaît, qui va arriver vers 21h20. Donc, vous allez avoir la possibilité de voir ce documentaire sur ces 4 écrans. Mais vous savez, chez DDF, on aime bien les surprises. On aime bien les surprises. Moi, j'ai un mari qui ne s'arrête jamais à ce qui est facile. Donc, il va toujours plus loin. Donc, on avait le documentaire d'Arthur. On était déjà très heureux. Et bien, ce soir, on a Arthur en plus. On a Arthur en plus, s'il vous plaît. Merci. On applaudit Arthur, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Et puis, on applaudit Franck Tapiro également. Ah oui, bah oui, quand même. Merci. Merci à tous les deux. Arthur, un petit mot? Arthur, c'est toi, hein? Bonsoir, je vous en prie, asseyez-vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, je suis venu vous parler en quelques mots de ce film que vous allez voir maintenant. Même si en arrivant, j'étais heureux de voir cette magnifique ambiance de fête. Et ça fait plaisir de voir voilà, que malgré les épreuves, tout le monde est encore uni et solidaire. Et je voudrais féliciter Franck d'avoir fait venir autant de gens, vraiment. Alors, on va vous projeter un film que j'ai produit, dont j'ai fait la production déléguée avec une dame, une productrice allemande qui s'appelle Dana Stern. Des images que nous avons tournées quelques jours après le terrible événement du 7 octobre, et notamment à Nova. Ce jour-là, les terroristes se sont attaqués à des jeunes qui dansaient, qui faisaient la fête, tout comme des terroristes étaient attaqués à des jeunes qui faisaient la fête au Bataclan, et encore il y a quelques jours, les mêmes terroristes se sont attaqués à des jeunes qui étaient à une fête, à un spectacle à Moscou. J'ai souhaité très vite travailler sur ce projet, sans relâche. Je parle à la première personne, mais il y a une grosse équipe qui a fait l'essentiel du travail, surtout en Israël, parce que nous vivons quelque chose d'assez particulier, c'est que c'est peut-être la première fois dans notre histoire, et Dieu sait si on en a connu malheureusement des pogroms, mais c'est la première fois même, je pense, dans l'histoire de l'humanité où on doit prouver le fait qu'on nous ait tués. C'est la première fois où le monde entier fait un déni complet de ce qui est arrivé le 7 octobre. On doit dire « Ah non, ils ne sont pas décapités, ils sont brûlés. Vous avez des preuves ?» Alors on s'est dit on va leur montrer, non pas les preuves, mais ces images qui sont terrible, c'est pourquoi j'ai pris la décision de vous montrer la version soft du documentaire ce soir, s'il vous plaît, parce que comme c'est le soir, j'aimerais que vous puissiez dormir, mais c'est quand même très dur. Vous allez voir des images qui ont été uniquement filmées avec des téléphones portables de ces jeunes qui participaient à cette fête, et vous allez voir le point de vue des terroristes qui, eux, ont leur GoPro. Donc, ce n'est pas un documentaire, car il n'est pas commenté. Et les seuls commentaires que vous verrez sur ces images sont les témoignages des rescapés. Parmi les rescapés, vous en reconnaîtrez certainement, il y a des jeunes filles et des jeunes gens qui ont été aussi otages et que nous avons interviewés à la sortie, à leur libération. Ça dure un peu moins de 50 minutes. Et vous allez voir, parce que c'est une forme de résilience extraordinaire, c'est que ces images ne sont pas uniquement brutes, qu'elles sont brutes, elles ne sont pas commentées, elles sont juste montées. Et vous allez voir que dans cette horreur absolue est née une fantastique histoire d'amour. Et je me demande si ce n'est pas ce qui est en train de nous arriver en ce moment. Je me demande si, dans ce malheur, nous ne nous sommes pas retrouvés quelque part. Alors voilà, j'ai eu la chance de travailler sur ce documentaire. Je viendrai, j'espère, vous présenter le suivant, qui est sur les universités et les étudiants aux États-Unis. Et enfin, le prochain, qui est terrible, sur lequel nous avons beaucoup de mal à travailler, sur les femmes, mais aussi les hommes, qui ont été violés de 7 octobre.
Moi-même, j'ai vu les premières images. Je dois vous dire que j'ai beaucoup de mal à travailler sur ce documentaire avec les équipes, sachant qu'en plus, les équipes de production en Israël, il n'y a que des femmes, puisque les hommes sont au front. Donc voilà, je ne vais pas vous souhaiter, comme on dit aux avant-premières, un bon film, parce que ce n'est pas un bon film, mais qu'on n'oublie jamais pourquoi aujourd'hui nous en sommes là. C'est parce que des jeunes faisaient la fête, en plus des jeunes plutôt à gauche, une fête plutôt à la frontière de Gaza, parce qu'ils veulent cette paix, ils l'appellent de tout leur cœur, et vous allez vivre en temps réel, en immersion, le cauchemar qu'ont vécu ces mômes. Certains s'en sont sortis, Dieu merci, mais sachez qu'il n'y a jamais eu autant de jeunes du Festival Nova actuellement traités en psychiatrie. Il n'y a jamais eu autant de jeunes survivants de Nova qui ont fait des tentatives de suicide. Pensez à eux, envoyons-leur notre amour en priant pour que ceux qui sont encore en otage soient libérés très prochainement. Et ce témoignage que vous allez voir, comme tous ceux que vous découvrirez un peu partout, a été diffusé dans 45 pays et près de 60 millions de personnes l'ont vu. Il a été diffusé 2 fois en France et quand on additionne les 2 audiences, ça a fait plus d'1 200 000 téléspectateurs. C'est déjà ça de prix et c'est beaucoup parce que ça a été diffusé, je crois, sur la chaîne CNews. Ça passe sur la BBC et il est réactualisé en temps réel avec les libérations et les témoignages qui arrivent les uns après les autres. Il y aura une nouvelle version qui sera diffusée dans moins d'1 an pour le 7 octobre prochain. Voilà. Je vous remercie. Soyez courageux, si vous sentez que c'est trop dur, n'insistez pas, sortez, mais dites-vous bien que c'est la version soft que vous allez voir. C'est 10% de la réalité, parce que je savais qu'il y avait des jeunes et des moins jeunes aussi, et que ce n'était pas cette version-là que je voulais vous montrer. Voilà, merci. Merci à toi Arthur, bravo. Et ce film fait vraiment partie des armes qu'on essaye de vous donner depuis le début, malheureusement, de ce conflit. Ce sont les armes pour gagner la guerre de la vérité. Et grâce à ce genre de film, et vraiment bravo Arthur à toutes ces équipes, ça fait partie de cela. Vous aurez, on l'espère en voyant cela, des arguments, parce qu'il faut avoir aujourd'hui des arguments, comme tu l'as dit, quand on est dans le camp de la vérité. Le mensonge, encore une fois, ne se prouve pas, il se lance. Et l'injustice, c'est que la vérité doit se prouver. Et merci à Arthur, à ses équipes, parce que grâce à ce doc, on va pouvoir dire ce qui s'est passé. Vous savez, pas la peine d'avoir des ennemis très loin de nous pour dire que ce qui s'est passé à Nova, c'est pas passé de la bonne façon. Je ne sais pas si vous savez qu'un journal comme Haaretz, par exemple, qui est un journal israélien, prétend depuis le démarrage que ce sont des pilotes d'hélicoptères israéliens qui ont tué la majorité des jeunes du Nova Festival. Ils ont fait, il y a une semaine, je l'ai envoyé sur les réseaux pour les attaquer, un documentaire, un reportage avec Al Jazeera, où ils sont à l'image, bon, masqués bien entendu, où ils racontent qu'ils ne savaient plus très bien s'ils tiraient sur des terroristes ou sur des jeunes. Il y a quand même un problème dans ces images. C'est qu'elles ont été filmées de nuit. C'est curieux parce que l'attaque a eu lieu de jour. Vous voyez bien que mentir, c'est très facile. Mentir, c'est l'arme de nos ennemis. Et il n'y a qu'une seule guerre à gagner, celle de la vérité. Donc encore une fois, merci Arthur. Je vous en prie. C'est la pire chose j'en ai vu des choses dans ma vie, mais c'est la pire chose qui m'ait été amené à voir dans toute ma vie. J'ai eu 58 ans cette année. Parce que moi, j'ai vu les rushs, j'ai vu les images brutes. Beaucoup ne seront pas diffusés parce que les familles ne nous ont pas donné l'autorisation. Des familles nous ont demandé de diffuser les images pour montrer au monde. On dit souvent que ce sont des nazis, mais c'est pire que les nazis. Parce que les nazis, c'est horrible ce qu'ils ont fait, on ne va pas se mentir. C'est horrible, Mais quand ils rentraient, les nazis, après les horreurs qu'ils avaient proférées dans la journée, ils buvaient, se saoulaient pour oublier. Alors que les gens que vous allez voir là, ces monstres, ils font la fête. Ils sont heureux. Ils appellent leurs parents pour dire « Regarde papa, j'ai tué 10 personnes, 10 juifs de mes propres mains. » Et c'est ce qui les différencie pour moi des nazis, c'est des nazis puissance 1000. Voilà. Emportez ça avec vous. Et prenez soin de vous, surtout. Parce que même si nous sommes un tout petit pays, nous sommes une très très grande famille. À bientôt. Merci Arthur.
il n'y a rien à dire. Nous avons terminé le montage de ce documentaire le 11 novembre. Je voudrais juste saluer, ils ne sont pas là, ils sont en Allemagne et en Israël, les équipes qui ont travaillé nuit et jour. C'est un travail colossal. Et je crois que c'est la première fois qu'on documente uniquement avec des images prises par les jeunes. Parce que peut-être qu'inconsciemment, au moment où ils ont frôlé la mort, ils avaient envie de montrer ce qu'ils étaient en train de vivre pour qu'on n'oublie pas. Je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques jours, j'étais avec une femme qui s'appelle Ayelet et dont le fils Jonathan a vécu quelque chose de terrible. Il est le premier à avoir quitté le Festival Nova. C'est la première voiture à être sortie. Pas d'embouteillage, pas de terroristes. Dès qu'il a vu une roquette, il a compris qu'il allait se passer quelque chose, il a eu une intuition. Et sur le chemin, il a été arrêté par la police, qui lui a dit « il y a une attaque, va vite te réfugier dans un abri », et on l'a dirigé vers le kibbutz Be'eri. Il était avec 2 amis dans la voiture. C'est l'image que vous avez vue de cette voiture qui arrive devant le portail jaune. Les terroristes sont arrivés, ont abattu les 3 enfants. Et pourtant, pour des raisons qu'on ne comprend pas, ils ont pris un des corps. Et c'était celui de Jonathan. Et sa mère, au fond d'elle-même, se dit, mais s'ils l'ont pris, c'était parce qu'il était encore vivant. Pourquoi ils l'ont pris lui et pas les 2 autres? Et à ce jour, nous n'avons pas de nouvelles de Jonathan. Et sa mère fait le tour du monde pour alerter sur ce qui se passe en ce moment, sur cette folie négationniste. Et ces images que vous venez de voir sont là uniquement pour nous dire qu'il faut raconter, ne jamais oublier ce qui s'est passé. Et pour ajouter un détail scabreux, il faut dire que les personnes qui ont kidnappé ce corps ont été identifiées, et l'un d'eux est un employé de l'UNRWA. Il a été identifié clairement. Comme un employé de l'UNRWA. Et donc elle fait le tour du monde, Ayelet, et elle viendra à une soirée d'EDF, on l'a eu au téléphone il n'y a pas longtemps, pour dire que l'UNRWA, voilà, aujourd'hui, a été complice de tout ce qui s'est passé le 7 octobre, avant, pendant et depuis. Et avant de vous laisser, je pense que moi, ces visages, vous m'ont hanté toute ma vie. Je n'ai pas dormi depuis la fin de ce documentaire, il y a maintenant plusieurs mois. Mais il y a un truc que j'emmène avec moi et que j'emporte avec moi, c'est la beauté de ces jeunes. À l'occasion, revoyez ce documentaire et vous verrez qu'elles sont toutes belles et beaux. Et c'est notre force. Voilà. Merci. Merci à toi. Sans transition, nous allons accueillir notre hôte ce soir, M. Bernard-Henri Lévy. Je vous demande de l'applaudir. Et juste avant de commencer cet entretien, je voudrais faire monter notre ami Joël Mergui, qui nous accueille ce soir. Je voudrais dire un petit mot. Simplement, je voudrais avec vous partager l'émotion que nous venons de vivre tous avec ce film et remercier vraiment Arthur pour ce travail exceptionnel. J'ai eu l'occasion de voir ce film en direct sur CNews et de devoir le commenter en direct. Et c'est extraordinaire comme travail parce que ce sont des témoignages, on a l'impression de vivre avec eux. Ce n'est pas des images d'horreur. On a vu un autre film avec des images d'horreur, mais on vit l'horreur et on est saisi. Indépendamment du film, je voudrais, au nom de tous, de la communauté, et en présence d'Élie Korchia qui est là avec moi, vous remercier pour le travail exceptionnel que vous faites. On est dans un moment, Bernard-Henri Lévy nous parlera de la solitude d'Israël, de la solitude du peuple juif, et dans ces moments-là, de retrouver nos amis, ceux dont le cœur bat avec nous, qui n'ont pas peur de l'exprimer publiquement, ça nous aide beaucoup. Ça aide beaucoup la communauté juive. Merci beaucoup de ce courage. Je ne veux pas dire un mot du silence des absents, mais votre courage montre que le silence des absents est également une grande problématique pour nous. Franck, on a fait vraiment beaucoup là-dessus. Et je voudrais remercier Franck d'avoir initié
ce travail. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce lieu qui est fait pour ça, qui a été construit justement dans la résistance, qui montre la résistance de notre communauté, de notre peuple. On ne renonce à rien et on continue à vivre notre judaïsme. Je voudrais remercier également Bernard-Henri Lévy pour tout le travail exceptionnel qu'il fait, le livre qu'il a sorti, et lui dire que les islamistes créent des générations de soutien au Hamas et que toi tu crées des générations de prise de conscience. Voilà, je voulais simplement te le dire parce que malgré ton engagement, malgré ta conscience, malgré le travail que tu fais, il peut y avoir encore des personnes qui doutent et des personnes qui aimeraient nous faire douter. Et je voudrais finir, puisqu'on est quand même dans un lieu, la communauté juive à quelques jours de Pessah, vous dire qu'à Pessah, il y a une tradition, c'est que se retrouvent autour de la table les 4 catégories de juifs. Et je pense que jamais l'unité de notre peuple n'a été aussi grande qu'autour de la table du Seder de Pessah, toutes les catégories de juifs se retrouvent. Ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, ceux qui s'impliquent que ceux qui ne s'impliquent pas, ceux qui ont douté et ceux qui doutent moins, ceux qui vont arrêter de douter parce que la force d'Israël, et je crois que le message le plus important du judaïsme, c'est celui de ce Seder de Pessah. Parce que Dieu aurait pu craindre que le sage s'asseye à côté du rachat. Parce qu'on aurait pu se dire, dans le monde dans lequel on vit, que la désinformation du rachat aurait pu atteindre le sage qui aurait pu devenir rachat. Mais si Dieu nous a imposé de nous asseoir avec le rachat, c'est qu'on a toujours conscience que c'est finalement la vérité qui gagne. Alors, je crois que le travail que vous faites, Arthur, Franck, Bernard-Henri, et puis tant d'autres, merci à Stéphane et à toute l'équipe de DDF d'être là, c'est pour effectivement continuer à rassembler la communauté. Et je voudrais émettre un dernier espoir, c'est qu'on parle des 4 enfants qui sont là, il y en a un qui est absent, celui qui ne vient jamais. J'espère qu'il est en train de venir et de revenir grâce à vous et grâce à votre travail et malheureusement grâce aux circonstances. Merci à vous toutes et à vous tous et merci infiniment, infiniment pour le travail que vous faites. Merci Joël. Je vais demander à Élie d'ajouter un petit mot. Élie Korchia. Merci Franck. Je voudrais vous dire un petit mot supplémentaire. Remercier évidemment et féliciter le travail qui est fait. Nous écoutions Bernard-Henri Lévy la semaine dernière et on va l'écouter tout à l'heure. Je voulais évidemment aussi féliciter Arthur pour la production de ce film, ce documentaire. Dès le début, dès que le 9 octobre, nous étions dans les rues de Paris pour manifester pour Israël et par rapport aux atrocités qui avaient été vécues après les pogroms terroristes, nous nous sentions seuls, mais nous savions qu'il y avait parmi nous des personnes dont les voix allaient porter et qui continuent à porter jour après jour et semaine après semaine. Cette voix, c'est la voix d'Arthur, c'est la voix de Bernard-Henri Lévy, c'est la voix que nous essayons de porter les uns les autres, chacun avec notre force. Franck, évidemment, et toutes celles et tous ceux qui se battent partout dans les médias. Il y a un mot qui a été prononcé tout à l'heure, et je voulais vraiment le dire. Ce mot, c'est le mot de l'amour qu'on a vu dans ces jeunes. Cet amour de la vie face à ceux qui prenaient la mort. Et on le sait dans notre pays, nous avons dû combattre des terroristes qui prenaient la mort. On l'a vu depuis une dizaine d'années, plusieurs années, et ce combat, nous le continuons aujourd'hui. Et je voulais terminer par un mot. Au nom du Consistoire de France, cet après-midi, à Troyes, dans la ville où a vécu Rachi, notre plus grand commentateur de la Torah, de la Gemara, il y a 1000 ans, nous avons imposé à Troyes une bâche géante avec les visages de tous les otages pour demander leur libération. Et en cette veille, nous avons fini Pourim, nous arrivons vers Pessah. J'espère que le maximum de bâtiments de la communauté juive et de synagogues, comme je l'ai demandé à tous les présidents à travers la France, ça a été fait à Strasbourg, ça a été fait à Bordeaux, ça a été fait à la grande synagogue de Levallois. Cet après-midi, nous l'avons fait à Troyes dans l'Aube. Et ce sera fait dimanche, j'inaugurerai une nouvelle bâche à Versailles, à la grande synagogue de Versailles, que nous fassions, à la lumière du monde entier, nous fassions respecter la mémoire des victimes, mais nous prions et nous nous battrons
pour que chacun des otages, chacune des otages puisse revenir à la liberté dans sa famille en Israël. C'est la prière pour laquelle je voulais finir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Arthur. Je pense qu'on peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci Elie Korchia, Joël Mergui, merci pour ces quelques mots. Et je pense maintenant qu'il est temps d'écouter Bernard-Henri Lévy avec Franck Tapiro. Merci Cher beaucoup. Bernard-Henri Lévy. Encore bravo et merci à Arthur. Très, très, très heureux de vous accueillir ce soir dans la 14e soirée déjà de DDF qui essaye depuis le 7 octobre de remporter une guerre qui est peut-être la plus difficile, la plus compliquée. On va en parler bien entendu, notamment grâce à votre livre, c'est la guerre de la vérité. Bon, bien que Israël, malheureusement, depuis des années, a perdu cette bataille de l'image, et aujourd'hui on voit les conséquences. Cette bataille de l'opinion qui est perdue un peu partout dans le monde, mais il a toujours un espoir de gagner cette guerre de la vérité, et vous en faites la preuve déjà avec ce magnifique livre, je ne sais pas si tout le monde l'a lu, mais je peux vous dire qu'il est en vente, bien entendu, à l'entrée, et vous aurez la chance de le faire dédicacer par Bernard-Henri Lévy à la fin de cette conférence. Et moi, d'abord, je m'arrêtais sur ce titre, Solitude d'Israël. C'est en cela que ça nous a choqué positivement, puisque, comme vous pouvez le voir sur l'écran, on a choisi, nous, un slogan pour DDF, pour montrer finalement quel était l'objet. C'est seul, mais ensemble. Qui peut être un oxymore d'ailleurs, mais c'est étonnant de montrer que même si on a toujours considéré que le peuple juif et Israël étaient seuls, il y avait quand même toujours cette lueur d'espoir qui est de dire, au moins on est réunis, déjà entre nous, et on va, bien entendu, essayer d'aller un peu plus loin pour se réunir dans une union sacrée que nous appelons de nos vœux, vers nos amis non-juifs, musulmans, chrétiens. Et c'est comme cela que nous allons, on l'espère, remporter cette guerre de la vérité. Je voudrais d'abord commencer par vous montrer une image que nous avons découverte il y a 2 jours. Et je voulais vous demander, à votre avis, ce que cette image traduit. Vous allez la voir sur les écrans, derrière vous. D'ailleurs, c'est un quiz que nous lançons à toute la salle. Vous allez le voir. L'image arrive. Voilà cette image. Une carte du monde avec des pays en rouge, des pays en orange et des pays en jaune. Alors, savez-vous comme ça, d'instinct, ce que ces 3 couleurs représentent? La solitude d'Israël. Exactement. Les pays en jaune, ce sont eux qui, jusqu'à nouvel ordre, et malgré là aussi des réticences grandissantes, ceux qui soutiennent encore Israël. Mais ils sont minoritaires et même eux sont peut-être en train de vaciller. On le voit d'ailleurs parce que les pays en orange, dont les États-Unis, ce qu'on appelle les pays qui sont en transition, qui hésitent entre une position et une autre. Et on le voit, ce ne sont pas des moindres. L'Australie, les États-Unis. Les rouges, vous avez bien compris qu'il s'agissait des pays qui avaient basculé depuis bien longtemps ou récemment. Je peux vous en lire quelques-uns. Les pays hostiles, bon, l'Iran, je ne le cite plus. La Turquie non plus. L'Irak, le Yémen, Oman, Qatar, Koweït, la Russie, qui pourtant avait signé la départition 2 États à l'époque à l'ONU, mais bon, ça c'était l'ancienne Russie. La Chine, l'Indonésie, l'Égypte, etc. Donc il y en a énormément. Et les pays justement qui oscillent, qui sont en train de basculer, il y a les États-Unis, il y a le Canada, il y a la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Inde et le Japon. Donc par rapport à ce listing impressionnant,
justement par rapport à la solitude d'Israël. Est-ce que c'est quelque chose, justement, cette solitude qui a démarré le 7 octobre, ou c'est une solitude qui était déjà présente auparavant, qui s'est amplifiée après le 7 octobre? Non, écoutez, ce livre s'est appelé Solitude d'Israël au moment même où j'ai décidé de l'écrire, c'est-à-dire le 8 octobre. Le 8 octobre au soir, j'étais en Israël. J'ai pris le premier avion possible après l'horreur du 7. J'étais le 9 octobre au matin à Sderot et j'étais le 10 ou le 11 parmi les premiers, je crois, à entrer avec quelques journalistes dans les kibboutz martyrs de Be'eri et de Kfar Aza. Et c'est dans ces jours-là, entre Sderot et Kfar Aza, que j'ai décidé, enfin c'est même pas décidé, que j'ai fait le serment, que j'ai fait la promesse d'écrire ce livre. J'en ai fait le serment aux rescapés que j'ai rencontrés, aux premiers témoins dont j'ai recueilli la parole, le 11, le 12, le 13, et aux familles d'otages avec qui j'ai passé des moments terribles et inoubliables, des jours, des nuits dans tous ces jours-là. À eux toutes et à eux tous, j'ai fait le serment de me souvenir, de témoigner et d'écrire. Et j'ai fait ce serment, cher Franck Tapiro, parce que, et c'est pour ça que ça s'appelle Solitude d'Israël, j'ai senti à la minute même, dès le 8, dès le 9, et c'est ça le sujet du livre, j'ai senti deux choses. D'abord que quelque chose de sans précédent venait de se produire, quelque chose qui n'avait jamais existé, ni dans l'histoire du peuple juif, ni dans l'histoire des peuples en général, et j'explique pourquoi, je détaille dans le livre ce que cet événement a eu d'absolument singulier. Et puis, j'ai senti immédiatement une seconde chose, qu'une machine était en route, une machine à effacer, une machine à oublier, une machine à relativiser, une machine à excuser, une machine à nullifier cet événement, ou à le réduire, cet événement énorme, donc sans précédent, une machine œuvrant à le réduire à un incident parmi d'autres. Et j'ai senti vraiment cela, le 9, le 10, le 11, je ne sais plus. J'ai senti les deux, qu'un effroi avait saisi quelques instants la planète et que cet effroi était immédiatement recouvert par une sorte, pour parler comme un grand poète français, Louis Aragon, une gomme à effacer l'immondice humaine qui venait de se produire, et qu'une entreprise était en route qui allait réduire le 7 octobre à un détail de l'histoire contemporaine. Et donc c'est parce que j'ai senti tout ça que j'ai fait le serment à mes vieux amis, à mes camarades de circonstance, à ces familles tellement courageuses qui attendaient des coups de téléphone qui ne venaient pas, qui recevaient des coups de téléphone qui leur signifiaient qu'il n'y avait plus rien à attendre. Dans la salle des pas perdus de l'hôpital de Beersheba, où j'ai attendu une nuit entière avec une famille, qu'ils apprennent la nouvelle que leur frère et leur fils avaient été retrouvés morts, c'est dans ces jours-là que j'ai décidé d'écrire ce livre. Voilà. L'horreur, l'effacement de l'horreur et cette solitude. Après, un mot, puis je vous laisse avancer. Un mot. Je ne crois pas que la bataille soit perdue. La bataille pour la vérité, la bataille pour l'honneur, la bataille pour la démocratie,
je ne crois pas non plus qu'elle soit perdue. Et j'explique aussi pourquoi. D'abord parce que je suis juif et que si on est juif, on a l'espérance chevillée au corps, on n'a pas le droit d'être désespéré. Et puis ensuite, je crois tout de même que la vérité finit tout de même toujours par l'emporter. Et vous verrez, on va peut-être en parler, vous et moi. Voilà. Alors justement, par rapport à cet événement, que vous relatez d'ailleurs dans votre livre, avec ces nombreux ébranlements, le premier, celui qui a choqué le monde entier, c'est cette réapparition du mal, avec un grand M, mais ce mal, comme vous le dites, pur et gratuit. Comment vous l'avez justement ressenti, à la fin dans ces images? Qu'est-ce qui vous a le plus choqué justement et qui vous a fait réapparaître justement ce mal qu'on n'avait peut-être pas l'habitude de voir, comme même pendant les autres conflits, ceux que vous avez couverts, ceux que vous avez bien entendu relatés? Bien sûr, parce que c'est vrai que j'ai, dans ma longue vie maintenant, je date pas d'hier, hein, j'ai vu des guerres, j'ai couvert des massacres, j'ai couvert des génocides, du Rwanda au Darfour, aux guerres oubliées d'Afrique, bref, je ne vais pas vous décliner mes états de service, vous devez les connaître pour partie. Mais là, il y a quelque chose qui en effet est tout de même très exceptionnel dans l'histoire. C'est-à-dire, comme Franck Tapiro vient de vous le dire, et c'est un assez bon résumé de ma thèse dans le livre, le mal pour rien. Le mal animé par nulle autre passion que la passion de soi. En général, quand les gens font le mal, il y a une mémoire qui est une mémoire de la souffrance. Il y a un horizon qui est un horizon politique. Il y a un conflit dans lequel, par des moyens ignobles, on essaie de reprendre l'avantage. Le mal, il est très rare qu'il soit commis pour le mal. Là, en revanche, ces gens, ces hommes qui arrivaient en deltaplane, à 3 sur des motocyclettes, leur GoPro vissé à leur casque, et qui ne se contentaient pas de tuer, mais qui dépiéçaient les corps de leurs victimes, qui ne se contentaient pas de violer une femme, mais qui faisaient en sorte que pendant que l'un la violait, l'autre l'exécutait, et qu'un troisième lui découpe les seins au cutter. Tout ça, et je donne, et vous avez vu ce film que j'ai vu moi-même, le film d'Arthur, donc vous savez tout ça. Et moi je l'ai su assez vite aussi, puisque j'ai recueilli les premiers témoignages. Ça, ce raffinement dans la cruauté, ce cynisme absolu, cette volonté de faire le mal poussé jusqu'à l'extrême de la cruauté, ça c'est tout à fait exceptionnel. Et c'est ce que le philosophe que je suis aussi, parce que je suis un homme de terrain, et je m'honore d'avoir été accueilli tout de suite par les rescapés de Kfar Aza, mais je suis aussi un philosophe. Et c'est ce que les philosophes, dans la tradition philosophique, appellent le mal radical. Voilà. Et ça, l'apparition du mal radical sur la scène de l'histoire, c'est quelque chose de terrible. À quoi, par parenthèse, une conscience juive n'est pas préparée. Mal radical, ce n'est pas un concept juif. En tout cas, pas sous cette forme. C'est néanmoins ça qui, d'un seul coup, surgissait. Cette bête-là. Et ça, Arthur vous disait qu'il n'avait pas dormi dans les nuits qui ont suivi la confection de son film. Moi, j'ai pas beaucoup dormi non plus dans ce premier séjour israélien. Et puis, depuis ce temps-là, je dors un peu, mais c'est un sommeil qui est hanté par ce que je vous décris là, parce que j'ai vu, parce que j'ai entendu, ce que j'ai entendu, par ces témoignages et par ce que j'en ai rapporté. Dans le même thème, une autre expression de ce mal radical que vous décrivez très bien, et qui a choqué un grand nombre de personnes, surtout ceux qui ont vu aussi le montage
effectué par Tzahal, de toutes les images mises bout à bout du Hamas. C'est le plaisir, la jouissance que prenaient les terroristes pendant leurs exactions. Et on le voyait dans toutes ces images. Est-ce que ça, pareil, un cerveau non constitué, même par rapport à nos valeurs juives, n'est pas prêt non seulement à le voir, à le comprendre, à l'admettre? Comment peut-on en arriver là, justement, vous qui avez cette expérience du terrain, là où il y a des conflits épouvantables, où il y a eu des tueries et des massacres avec des centaines de milliers de morts, a-t-on déjà vu ce sentiment, cette jouissance, ce plaisir? On sait que les nazis, puisqu'on l'a vu, avaient plutôt honte, ils ont essayé de planquer, de cacher les choses. Eux, non seulement l'ont exposé, mais se sont filmés en souriant, ont appelé leurs parents. Est-ce que ça aussi, on a passé à un autre cap dans cette expression de ce mal radical? Exact. Et les nazis, oui, ils ont essayé, ils ont déployé des efforts démesurés pour ne même pas laisser de traces de leur forfait, puisque le projet nazi était de tuer en effaçant jusqu'à la trace du crime. Les staliniens, je raconte dans le livre comment Staline, quand il torturait, quand il ordonnait que l'on torturât un prisonnier politique entre les murs de la Loubianka, il demandait qu'on fasse tourner des moteurs de camions pour couvrir la voie des suppliciés. Là, en effet, on a franchi un degré supérieur. Ça ne s'était jamais produit dans l'histoire des fascismes. L'islamisme est un fascisme, c'est le premier fascisme qui, non content de ne pas tenter de couvrir les traces ou de les effacer, au contraire les exhibe. Alors il y a une histoire de ça, c'est ce que j'explique aussi, il y a une généalogie de ce geste-là. Ça, c'est une invention spécifique, propre à l'islamisme radical. La première fois où ça arrive, c'est comme ça, et je connais bien cette histoire, hélas aussi, c'est en 2002, lorsque Daesh kidnappe et exécute le journaliste américain juif Daniel Pearl. Je connais cette histoire, je lui ai consacré un livre qui a tué Daniel Pearl. Et là, pour la première fois, il y a eu une vidéo. Je raconte ça en détail. J'ai eu le malheur d'ailleurs d'avoir vu cette vidéo à l'époque, et ça ne me guérit pas de mes insomnies non plus, je dois vous dire. Première fois. Puis après, ça c'était Al-Qaïda. Puis après, il y a eu Daesh. Daesh qui lui aussi, alors qu'il perpétrait les crimes la modalité du crime la plus archaïque, la plus barbare et la plus archaïque, la décapitation. Rappelez-vous, sur les plages de je ne sais plus quel pays, des hommes en combinaison orange, drogués, agenouillés et décapités l'un après l'autre, pareil, ils filmaient. Donc cette mise en scène de l'horreur, ça c'est un trait de l'islamisme radical lorsqu'il parvient au sommet de sa volonté de cruauté. Et le Hamas, je dois dire, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'adversaire est peut-être plus redoutable encore c'est un des signes plutôt qui disent qu'il est peut-être encore plus redoutable qu'Al-Qaïda ou Daesh, c'est qu'en effet, il y a une jouissance, il y a un enthousiasme dans cette façon de montrer le crime qui est inégalé. Et c'est vrai que c'est une spécificité de cette affaire. Autre passage de votre livre aussi assez très intéressant, c'est quand vous dites en fait finalement par rapport à Israël aujourd'hui et par rapport au peuple juif qu'il n'y a pas un lieu en ce monde où les juifs soient saufs sur cette planète. Est-ce que cela veut dire finalement que Israël, qui était à la base un foyer national juif, n'est plus un foyer ou n'est plus un refuge sûr pour les juifs? Si, mais le refuge a été violé. Le refuge a été envahi, le refuge a été vulnérabilisé. Et pour moi, en tout cas, et je crois pour nous tous, en tout cas, je le sais pour ceux d'entre vous que je connais, le choc a aussi été là. Nous vivions tous dans l'idée, qui est encore vraie d'ailleurs, bien sûr, dans l'idée que
nous pouvions être persécutés, nous pouvions être menacés dans nos vies, le pire pouvait revenir, la prémonition d'Emmanuel Lévinas dans Nom propre, annonçant le temps où des foules ululantes viendraient dévaster les maisons juives de Berlin ou de Paris deviendrait vrai. On pouvait imaginer tout ça. On se disait, nous disions tous qu'il y avait en effet un lieu qui avait été fait pour ça aussi, qui était l'État d'Israël, qui était préservé de cette horreur-là. Eh bien, le grand effroi, le choc de toutes les consciences juives, ça a été de découvrir que ce lieu-là pouvait être aussi celui de la pire barbarie. Et ça, je crois, j'ai entendu beaucoup d'Israéliens, d'ailleurs, dans les jours qui ont suivi, c'est le 8, le 9, le 10, me dire je disais ça l'autre jour, je crois, dans une télévision, mais j'ai tellement entendu ça, qu'ils avaient vécu une expérience de la mort imminente. Vous savez, ces gens qui disent qu'ils sont quasiment morts et puis qu'ils sont revenus à la vie. Israël a vécu ça, collectivement, une expérience de la mort imminente. Mais nous, qui sommes amis d'Israël et qui ne vivons pas en Israël, on a vécu ça un peu par procuration, en tout cas moi je l'ai vécu par procuration, et puis aussi ce grand vertige, cet abîme qui s'est ouvert sous nos pas, à l'idée que le lieu qui était supposé nous protéger, c'était à nous d'un seul coup de le protéger. Ce lieu supposé nous défendre, c'était à nous de le défendre. Un peu comme dans la vie d'ailleurs. Il y a un moment, certains d'entre vous le connaissent dans les familles, dans le rapport que nous avons à notre mère, à notre père. Ils nous protègent, ils sont là comme une sorte d'ange tutélaire qui nous protège du pire, et puis un beau jour ça se renverse un peu et on les sent faibles, on sent qu'ils trébuchent et c'est à nous de les protéger. Il y a quelque chose de ça qui s'est passé. Votre entreprise DDF, nos activismes aux uns et aux autres, c'est ça que ça veut dire. Israël a besoin de nous. Israël est fort, mais blessé. Blessé à mort. Blessé à mort. Et blessé à mort parce que entouré... Bon, c'est bien ça. Parce que... C'est la surprise. Blessé à mort parce qu'entouré d'adversaires qui veulent sa mort, et probablement d'ailleurs comme jamais dans les guerres d'Israël. Ça, c'est une chose aussi que j'essaie d'expliquer à tous les ignorants qui ne comprennent rien, qui croient que le Hamas est une sorte de petite organisation, un Lilliput. Moi, je démontre, il y a un chapitre d'ailleurs qui s'appelle « L'Empire du Hamas ». L'Empire, comme l'impérialisme. Pour moi, le Hamas est bien plus puissant que ne l'était Daesh, que ne l'était Al-Qaïda, que ne l'est même le Hezbollah. Parce que le Hamas est au cœur d'une constellation, d'une capacité de nuisance et d'une puissance immense. L'Iran, la Turquie, les califats sunnites islamistes ou indulgents vis-à-vis de l'islamisme, la Russie, dont on sait, dont on a toujours su d'ailleurs, qu'elle avait accueilli les chefs du Hamas, qu'elle les avait reçus avec les honneurs quelques semaines avant le 7 octobre, et qu'elle les a reçus pour les féliciter quelques jours après le 7 octobre, avant-après. La Chine aussi, en back-office. Donc le Hamas, c'est tout ça. Et les autres pays aussi, comme en Europe, comme aux États-Unis petit à petit, où on voit... C'est autre chose. C'est très mince. Ils vacillent, mais ils ne sont pas derrière le Hamas. Mais le Hamas, ce dont il faut être conscient, c'est que c'est un géant. Le Hamas est un géant. Parce que Erdogan, sur le grand stade de l'aéroport d'Ankara, kéfié autour du cou, drapeau du Hamas dans la foule, saluant le geste de résistance qui est à ses yeux le 7 octobre et proposant à la justice internationale, dès le 9 ou le 10 octobre, il y a la date,
proposant d'apporter les preuves du génocide que commet déjà Israël. Donc l'Iran, la Turquie d'Erdogan, le Qatar, où vivent encore aujourd'hui, et ils voyagent en jet privé, etc., les chefs politiques du Hamas, et ainsi de suite. Voilà, donc puissance du Hamas. Puissance du Hamas, et on parlait de la taille aussi d'Israël, et d'ailleurs vous l'exprimez avec une phrase que j'aime beaucoup, c'est de dire Israël est un point, pas un pion. Alors j'aimerais savoir, donc, ce point, est-ce que c'est un point de bascule, un point de rupture, ou demain un point de ralliement? Non, quand je dis que c'est un point, je cite le Maharal de Prague, qui dit que contrairement aux nations qui sont des étendues, Israël est un point. Et un point, ça veut dire, c'est autre chose. Un point par rapport à une étendue, ça veut dire un point d'incandescence, un point de lumière. C'est ça que ça veut dire. Un point à partir de quoi quelque chose de la rédemption du monde se joue. Après, j'explique ça, donc ce commentaire du Maharal de Prague. Et puis, il y a autre chose dans le livre. Une conversation avec Ariel Sharon, quelques semaines avant l'attaque cérébrale dont il ne se remettra jamais. Et je croyais que c'est de ça que vous alliez me parler. Il me dit une chose très importante, qui m'a marqué à jamais. Il me dit, je le connaissais assez bien. On avait des oppositions, mais je l'aimais bien. C'était un vrai géant d'Israël, un vrai pionnier d'Israël. Et il me dit cette phrase, il me dit, vous savez, c'était juste après qu'il ait quitté Gaza, hein, qu'il ait retiré les troupes israéliennes, qu'il ait démantelé les établissements civils juifs, après que les Palestiniens, que les Gazaouis aient brûlé les synagogues et détruit les maisons juives afin qu'il ne reste même pas de traces de ce qui fut leur présence, peu importe. Sharon me dit, vous savez, dites-vous bien une chose, le Gaza est beaucoup plus grand qu'on ne le croit, et Israël est beaucoup plus petit qu'on ne le dit. Et il me dit, Gaza, et il fait le calcul devant moi, je raconte la scène en détail, c'était le vieux Sharon, magnifique, mais déjà faible. Il me dit, Gaza c'est 9 fois Dubaï City. Et il me dit, c'est le premier que j'ai entendu dire ça, on l'entend souvent maintenant, les Gazaouis maintenant, il faut qu'ils prennent la balle au bond. Ils peuvent faire un immense Dubaï, ils peuvent faire 9 fois Dubaï, ils peuvent faire une zone de prospérité. Et il me dit inversement, Israël, on roule des mécaniques, on a la meilleure armée, l'une des meilleures armées du monde, mais en vérité, on est minuscule. Pour le coup, bande de terre, la bande de Gaza, Israël, c'est une bande de terre. Une bande de terre concédée par l'Occident et par le monde, encore dégoulinant du sang juif qu'ils ont fait couler depuis des siècles et qui concède aux rescapés de la Shoah un petit bout de terre. Donc c'est ça aussi. Israël est petit et Gaza est plus grand qu'on ne le croit. Voilà. Et ça fait partie de la géopolitique et de la géosymbolique de l'événement, de la région et des défis que le peuple juif a relevés. Maintenant, pour revenir aux terroristes, au terrorisme, qui était jadis l'arme des pauvres, des incultes, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas en train de devenir l'arme des riches et l'arme des sachants? Bravo, mais naturellement. Vous savez, les Ismaël Haniyeh, les Khaled Meshal, qui vivent dans les maisons luxueuses que nous savons, les uns à Doha, les autres à Istanbul, c'est pas des pauvres. De même que Ben Laden n'était pas un pauvre, de même que Khalid Sheikh Mohammed, l'architecte du World Trade Center, qui est aujourd'hui encore à Guantanamo, sur le cas duquel j'ai beaucoup travaillé, c'est pas un pauvre. Tout ça, c'est des blindés de chez blindés. Hein. Donc, bien entendu, c'est pas l'arme des pauvres. C'est l'arme des lâches, c'est l'arme des barbares, mais il faut être idiot
ou cruel, comme peut l'être un député, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent de la France insoumise, pour continuer de nous dire que le terrorisme est l'arme des pauvres, que c'est la dernière arme dont disposent ceux qui n'en ont pas d'autres. Enfin, il suffit de regarder autour de nous, regarder ce qu'était d'ailleurs Gaza, avant le Gaza, soi-disant prison à ciel ouvert, avant la guerre, pour savoir que cet argument est idiot. Et lui aussi, il faut le démonter, il faut le déconstruire. Et j'essaye je m'y emploie aussi dans ce petit livre. Alors un autre thème qui est cher à la DDF depuis le démarrage, on a très très vite cessé d'utiliser le mot antisémitisme, qui pour nous ne correspond pas du tout à ce qui est en train de se passer. Pour nous, on est passé à quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus évident, c'est la haine des Juifs. A-t-on aussi assisté ce 7 octobre à la disparition de ce mot antisémitisme pour revenir à cette haine fondamentale qui existe depuis toujours et qui a utilisé quelques mots, quelques politesses parfois? Est-ce qu'il ne faut pas revenir à quelque chose d'un peu plus brut, justement dans ce combat de la vérité, employer les bons mots? Le peuple juif, le plus vieux peuple persécuté du monde. Article 1. Le plus vieux peuple persécuté du monde. En face, comme disait le grand historien Robert Wistrich, la plus vieille des haines. Voilà. Le plus vieux peuple persécuté du monde est la plus vieille des haines. C'est à ça que l'on a affaire et c'est ça que l'on a vu revenir avec le 7 octobre, mais surtout la suite. Les manifestations à Londres, avec le centre de Londres devenu une zone interdite aux Juifs le samedi, les manifestations dans les universités américaines avec des professeurs, des grands professeurs, disant non seulement le soutien au Hamas, mais la joie que leur a procuré l'événement. Je donne tout ça, je donne les références, vous verrez. C'est des choses qu'on n'a pas beaucoup lues dans la presse française. La hargne avec laquelle celles et ceux chargés en principe aux Nations Unies d'enquêter sur les viols, sur les sévices sexuels infligés aux femmes, la rage avec laquelle elles ont exigé des preuves, mis en doute la parole des victimes, mis en doute la parole des témoins, dans cette rage-là, dans cette façon, chez des femmes et des hommes qui tiennent à juste titre, toujours la parole des femmes pour sacrée, la rage soudain à en douter, il y avait là quelque chose qui était de l'ordre de la plus vieille des haines vis-à-vis du plus vieux peuple persécuté au monde, qui était en train de faire retour avec une violence extrême. Et pas à Gaza, à Paris, à New York et à Londres. Voilà. Alors, donner le juste... Je connais le débat. Moi, je crois qu'il y a en effet une haine de l'être juif. Je dirais même pas du judaïsme, c'est une haine de l'être juif qui est à l'œuvre. C'est l'être juif qui soudain est, enfin soudain, c'est comme ça depuis 2000 ans, mais qui est frappé d'une sorte de foudre lente qu'on a pris l'habitude d'appeler l'antisémitisme, qui est un mot qui ne fait peut-être pas l'affaire, mais enfin, tout le monde sait bien de quoi on parle. En tout cas, c'est cette foudre-là qui frappe à nouveau, y compris dans les contrées les plus paisibles et dont les Juifs pensaient qu'elles leur étaient, ces contrées accueillantes. Il y a être juif, mais il y a aussi mourir en tant que juif. On a l'impression que les Juifs aujourd'hui n'ont ni le droit d'exister, de vivre et de mourir. On se rappelle du révisionnisme d'après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, j'appelle ça le révisionnisme. On invente une autre histoire du sionisme depuis à peu près 1948. On associe le sionisme à un nouveau nazisme. Est-ce que cela, et là je m'adresse plutôt aux philosophes,
finalement, est-ce que le monde n'a pas perdu la raison? Cette inversion victimaire, ce fait justement de refuser non seulement aux Juifs le droit de vivre et de mourir, est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière cela, et on le voit derrière cette haine des Juifs aussi, cette forme, vous savez, de façon de dire, bon, on a fait des fautes pendant la Shoah, mais finalement, la façon d'expier ces fautes, c'est de rejeter exactement ces fautes sur la personne qu'on a massacrée, humilié, tué, assassiné. Bien sûr, non, mais il y a là, je parlais tout à l'heure de la jouissance des pogromistes quand ils appellent papa et maman sur Telegram en leur montrant en direct la bouillie ensanglantée en quoi ils avaient transformé un corps. Je vous ai parlé de la joie féroce des professeurs de Cornell University aux États-Unis disant dans des vidéos vues des millions de fois que ce jour du 7 octobre était un grand jour de leur vie. Il y a encore une troisième joie, en effet, qui est la joie de se dire, mais au fond, si les Juifs sont capables d'être aussi coupables, s'ils sont capables de faire des choses aussi moches, mais peut-être que nous, on est moins coupables qu'on croyait. Peut-être les Juifs sont-ils en train de nous rendre l'inestimable service par leurs crimes, par leur cruauté, par leurs bombardements aveugles et blablabla, blablabla, nous rendent-ils l'inestimable service de nous libérer d'une part de notre culpabilité. Et il y a là encore une jouissance terrible, obscène, dont on sent bien, mais même parfois dans nos entourages, en général, quand on s'aperçoit de ça, on s'écarte, mais une jouissance qui s'empare de nos contemporains, bien sûr. Alors, je vais vous poser une question que m'ont posé les étudiants de Yavne, les étudiants de première et terminale. J'ai été assez surpris, voire même un peu choqué, mais ça a été un échange fabuleux. Je me permets de vous la poser à mon tour. Le 7 octobre, quel sentiment vous a fait le plus réagir en premier? Votre humanité ou votre judéité? Vous savez, moi je crois que le judaïsme, pour parodier un grand philosophe qui m'est cher, Jean-Paul Sartre, le judaïsme est un humanisme. Et la façon dont je suis juif consiste à ne jamais séparer les choses. Quand je réagis en tant que juif, je sais que je défends l'humain comme tel. Quand on s'en prend aux juifs, je pense que on s'attaque à l'humain comme tel, donc je ne dissocie pas les deux. Lorsque je sillonne le monde, avant, pour d'autres livres, en défense des droits de l'homme, je le fais en tant qu'homme et je le fais en tant que juif. Et le matin du 7 octobre, quand j'ai reçu, comme vous tous, les premières informations, c'est la part de moi-même qui communie avec la conscience universelle qui a été atteinte, et c'est le juif en moi qui a eu peur, qui a été saisi d'effroi. Le petit juif en moi a été tétanisé par ce qui venait de se produire. Parce que j'ai compris à cet instant qu'on pouvait être écrivain, pas écrivain, on pouvait être, comme a dit Joël Mergui, croire ou croire moins, douter. Je crois que tout juif doute, c'est le principe même. Mais enfin, on peut être prospère ou on peut l'être moins, plus de différence. Nous étions tous visés comme tels par cette espèce de rayon noir qui venait d'émettre à la frontière, dans les kibboutz frontaliers d'Israël et de Gaza. Mais est-ce que ce livre magnifique est finalement aussi pour vous un livre exutoire qui vous a permis de passer peut-être cette douleur comme une forme de thérapie? Est-ce que ça a joué pour vous? Parce que vous avez dit que vous avez commencé à écrire dès le lendemain. Hein. Oui. Non, c'est pas un livre exutoire. Non, c'est un livre, comme je vous ai dit, c'est un livre serment. C'est un livre auquel je me suis engagé, mais c'est surtout un livre de combat. C'est-à-dire que, vous verrez,
il y a dans le livre, j'essaye en tout cas, de reprendre un par un les arguments des ennemis irréconciliables d'Israël. Les ennemis qui n'admettent pas l'existence d'Israël, qui la mettent en doute. J'ai repris un à un les arguments et de manière froide, clinique, je crois que je l'ai déconstruit. Voilà. Je sais, l'idée Israël fait colonial. Il me semble que vous savez, c'est peut-être pas la peine de le lire, mais nos adversaires, ils liront ce chapitre. Je crois qu'ils vont comprendre à quel point c'est bête, à quel point c'est faux, à quel point c'est contraire à la réalité de l'histoire que de dire qu'Israël est un fait colonial. L'argument qui consiste à dire que les terres... Enfin, je reviens sur tous les vieux dossiers, et les terres volées, et Der Yassin, et les réfugiés de 48, la Nakba, mais bien entendu, la Nakba, j'essaie de le dire calmement, parce qu'après tout, les gens ne sont pas obligés de savoir, faut aussi leur dire. J'essaie de montrer comment... Il y a des gens qui essaient de dire il y a la Shoah et la Nakba. Immonde raisonnement. Le vrai raisonnement, c'est qu'il y a deux Nakba. Il y a en effet les Palestiniens qui ont quitté la terre d'Israël parce qu'ils espéraient revenir victorieux dans les fourgons des armées arabes, mais il y a les autres réfugiés plus nombreux, que sont les réfugiés juifs des pays arabes, qui ont été, eux, expulsés manu militari, avec 24 heures pour ne même pas faire leur bagage car ils ont tout laissé derrière eux, et qui ont été en plus grand nombre que les réfugiés palestiniens qui, comme disait Yasser Arafat, né au Caire, prétendaient avoir laissé dans la banlieue de Jérusalem les clés de sa maison. Voilà. Donc, des le choses don d'ubiquité, c'est le don d'ubiquité chez Yasser Arafat. Voilà. Donc, c'est pas un exutoire, c'est un livre de combat, c'est-à-dire que je voudrais vraiment que ce petit livre, il serve sur la question des victimes civiles, par exemple, à Gaza. Là aussi, je donne, je crois, et c'est pas de la propagande, hein, je fais pas de la... j'essaye de donner un autre éclairage qui me semble beaucoup plus proche de la vérité. Et ça, je le fais très froidement, très cliniquement, comme un combattant, voilà, comme un combattant de la vérité. Et je pense que la vérité n'a pas perdu la bataille. C'est exactement la guerre que nous menons à DDF, justement. Donc, on essaye à chaque soirée de donner, comme on dit, des tips. On a fabriqué, par exemple, les anti-sèches contre les anti-juifs, qui ont eu beaucoup de succès. Et en France et à l'étranger, on est en train de les traduire en pas mal de langues, parce qu'on a besoin de se nourrir de cela, justement. Et moi qui suis dans la communication depuis 30 ans, j'ai dit, lors de la première soirée, ça a choqué d'ailleurs pas mal de gens qui voulaient que je leur donne des conseils de com. Je leur dis, la communication, on n'y est pas, on n'est plus dans l'opinion, dans l'émotion, on revient à la vérité historique. Voilà. Est-ce que vous êtes complètement... Voilà. C'est ce que ce livre montre d'ailleurs, et des mondes, vous l'avez dit froidement et cliniquement, mais c'est le fait historique qui doit être comme cela, justement. Voilà. Moi, je donne pas des leçons de com. Je donne parce que j'ai 75 ans, parce que j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup d'études quand j'étais jeune, je donne des leçons d'histoire, voilà, dans ce livre. Je donne aux ignorants que vous n'êtes pas, hein, mais il y en a qui sont hors de cette... Je leur donne des leçons d'histoire. Alors, je rebondis sur l'ignorance, coupable, volontaire ou non, en faisant une petite référence à ce qui s'est passé samedi soir, qui a été enregistré jeudi, je pense, hein, dans les conditions du direct, comme on le dit. On parle de solitude d'Israël, et je crois qu'on a tous regardé, hein, ce passage, où vous êtes confrontés, surtout, non pas à Léa Salamé, mais à Natacha Polony. Assez surprenant, moi je la connais depuis des années, je l'ai rarement trouvée aussi remontée. Elle a vu que c'était peut-être son moment historique, elle qui pense déjà à la présidentielle. Elle s'est dit, BHL, pour moi, ce serait extraordinaire d'accrocher une victoire. Et je vous ai senti, en fait, finalement, seul sur ce plateau. Vous avez riposté d'une façon admirable, enfin tout le monde l'a vu. Mais comment vous êtes sorti? Est-ce que vous l'avez... Oui, je pense qu'on peut largement l'applaudir. Mais comment avez-vous réagi quand... Et j'ai bien réécouté, parce que faut quand même l'admettre, celle-là, c'est une question pareille.
Combien de morts faut-il pour qu'Israël arrête le massacre? Non. Pardon? Il y a eu 2 fois, il y a eu enfants et il y a eu de morts. Il y a eu les 2. Mais de toute façon, vous avez compris quand même que sur les morts palestiniens, malheureusement, 50%, et c'est une statistique réelle qui a été faite par des statisticiens non juifs, je le précise, il y a toujours 50% de femmes et d'enfants. Et ça, c'est depuis plus de 20 ans que toutes leurs statistiques sont comme cela. Comment peut-on poser aujourd'hui une question pareille? Est-ce que c'était... racontez-nous ce que vous avez ressenti à ce moment-là, parce que vraiment, vous nous avez senti seul. D'abord, je me suis dit, si vous voulez la vérité, d'abord, je me suis dit encore une, parce qu'elle n'est pas la première dans ma vie à avoir tenté de se faire, comme vous dites, son petit moment warolien ou son petit paquet son moment de célébrité à mon détriment. Ça m'arrive tout le temps, depuis 40 ans. Je pourrais vous faire la liste. C'est pas important parce qu'en général, ça n'est qu'un moment et les impétrants, en général, retombent assez vite retombe assez vite de cette nuée de gloire où il pensait s'être juché. Donc je me suis dit ça, je me suis dit tiens, encore une, ça ne changera donc jamais, le temps passe, encore une fois j'arrive à un âge avancé, mais ça fonctionne toujours pareil. Et ça d'ailleurs, je me suis aussi dit, c'est plutôt sympathique, ça veut dire qu'on vieillit moins qu'on croit, voilà, qu'on suscite les mêmes sensations. Après, très honnêtement, alors que je suis tout de même un vieux routier du débat de toutes ces... c'est pas la première fois, c'est vrai que j'ai été un peu sidéré par cette question-là, par une autre question, je crois, qui m'a été posée, à savoir, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de créer des... Vous êtes responsable. Vous avez signé, justement, vous étiez le responsable ce soir-là. J'étais le responsable. Et c'est vrai, je ne l'ai pas dit sur le plateau, parce que quand vous êtes vraiment abasourdi, vous êtes un peu interdit. Et je me suis dit dans ma tête de 2 choses l'une. Ou bien c'est à moi, personnellement, qu'elle s'adresse, et alors quel honneur, quel pouvoir elle me prête, créer à moi tout seul des générations terroristes, ou bien elle s'adresse à Israël, mais elle n'a pas compris que j'étais français, citoyen français, patriote de mon pays, soutenant Israël comme tout patriote français devrait le faire, comme tout démocrate français ou comme tout démocrate en général devrait le faire. Donc j'étais un peu sidéré. Et puis voilà, puis après tout ça, qu'est-ce que je vous dis, c'est là. Et puis je me suis un peu mis en colère, je crois, après. Oui, sur le 8 mai aussi. Le 8 mai. Que vous attendiez avec un léger sourire, j'ai remarqué. Vous y attendiez. J'ai fait toute une partie de ce livre sur ce trope, cette figure de rhétorique qui est le 8 mai. Oui, le Hamas, mais l'occupation. Oui, les crimes, mais l'humiliation des Palestiniens. Oui, les femmes violées, mais est-ce qu'elles ne l'ont pas un peu cherché en allant danser à la frontière de Gaza? On a entendu tout ça. Hein, je fais la liste des 8 mai, et c'est vrai que j'entends, là, sur un plateau, à un moment de grande écoute, j'entends un 8 mai. Et je me suis dit, il était temps que mon livre sorte, il était temps qu'il circule, il était temps que les uns et les autres le lisent, voilà. Mais même en France, certains, et ça m'est arrivé sur un plateau il n'y a pas longtemps, hein, et puis c'est arrivé en 2015, oui, le Bataclan, mais, vous vous rappelez ce qui avait été déjà dit à cette époque. Vraiment. On trouve tout le temps des excuses au terrorisme. Mais, quand il s'agit d'Israël, ça prend encore d'autres proportions. Le 8 mai, il s'exprime là avec une rage et une cruauté plus grande encore que quand il s'agit des Américains qui ont mérité le 11 septembre et des Français qui ont mérité le Stade de France, l'attentat du Stade de France. Donc là, la haine du juif, la haine de l'être juif fonctionne à plein régime, et le 8 mai, il déforme d'ailleurs les voix, il déforme les visages, il rend des gens très sympathiques dans le civil, dans la vie normale, il les défigure. La haine défigure. Pas la haine pour moi c'est pas, moi j'existe pas. La haine pour ceux dont nous parlons ce soir. Et que
à cet instant, j'incarne un peu, bien sûr, mais voilà, mais ça va bien au-delà de mon cas. C'est pas moi le sujet. Alors justement, solitude d'Israël, mais parlons maintenant de l'Israël d'après. Vous qui avez toujours été un défenseur de cette fameuse solution à 2 États, aujourd'hui, y a-t-il vraiment une solution viable pour cet Israël d'après? Est-ce qu'on peut imaginer D'abord, et ça c'est des pages que j'ai écrites sans doute en janvier, d'abord que cette histoire du jour d'après me gonfle. C'est-à-dire que quand on en est encore à pleurer les morts d'hier et d'aujourd'hui, quand on en est encore chaque samedi à attendre le retour des otages, on ne vient pas vous parler du jour d'après. Quand vous êtes en deuil, quand vous pleurez, quand vous êtes dans la souffrance, quand vous avez été la victime d'un des pires crimes, d'un des plus atroces crimes de l'histoire contemporaine, on ne vient pas vous donner des leçons de géopolitique et on ne vient pas vous dire « mais attendez, est-ce que vous pensez bien? Est-ce que vous avez un plan pour… » Ça a commencé très très tôt. Hein. Ça a commencé quelques jours après, le jour même. Absolument. Le jour même. Absolument. Le jour même, on a entendu partout des gens dire Israël a le droit naturellement à se défendre, mais pas trop. Mais pas trop. D'abord pas trop, et surtout qu'il pense bien au jour d'après. Donc ça, première chose, j'explique, il y a quelques pages là-dessus, l'obscénité de cette affaire de jour d'après. Ensuite, comme je ne suis pas non plus complètement abruti, évidemment que j'essaie de réfléchir aussi à ce qui se passera un jour. Et là, je dis 2 choses, dans le livre en tout cas, je livre ça à la discussion. Sur le fond, je n'ai pas changé d'avis. Je pense que quand on est sioniste, quand on croit au beau Paris de Gershom Scholem, d'Einstein, de David Ben-Gurion, de Haïm Arlozorov, de tous les pères fondateurs du sionisme, quand on croit au beau Paris d'un État où les Juifs seront chez eux, en effet, on ne veut pas d'un État binational où il y ait 50% de Juifs et 50% de Palestiniens. Donc, au fond de moi-même, je suis toujours favorable à la séparation, à la solution à 2 États. Le fameux petit livre d'Amos Oz, mon vieux camarade, Amos Oz, aidez-nous à divorcer. Je crois toujours ça. Mais, et c'est ça que je dis dans le bouquin, mais évidemment, pas à n'importe quelle condition, et l'événement du 7 octobre a hélas changé la donne. Concrètement, un État palestinien dans lequel le Hamas serait totalement, partiellement, un peu sous son nom, sous un nom d'emprunt aux commandes, un État palestinien aux commandes duquel serait sous une forme de Hamas, c'est impensable. C'est impensable. Plus que jamais, il ne peut y avoir de solution à 2 États que le jour où le peuple palestinien, ses élites, et puis le reste de ce peuple, fera son deuil profond des mensonges dont on l'a abreuvé, des mythes dans lesquels on l'a entretenu, et de la mémoire criminelle qu'on lui a inculquée, et des pensées génocidaires dont on l'a abreuvé. Parce que, honnêtement, tout le monde parle, encore tout à l'heure, d'Israël génocidaire. S'il y a une tentation génocidaire dans cette région, c'est raté. Et si on veut donner aux choses leur nom, la tentation génocidaire, c'est celle du Hamas et de ceux dont le Hamas est le nom et qui veulent éradiquer Israël. Ça, c'est une volonté génocidaire. Ça, c'est une volonté d'épuration ethnique. Voilà. Donc, la première condition, c'est pas le départ de Netanyahou, tout ça, c'est évidemment, c'est pas l'essentiel. L'avantage des démocraties, c'est qu'en effet, tous les 4 ans,
et parfois en Israël tous les 4 mois, le gouvernement change. C'est la faiblesse et c'est surtout la grandeur des démocraties. Mais la première condition, c'est que le Hamas se libère, le Hamas, que le Hamas libère les territoires qu'il prend en otage, c'est-à-dire d'abord Gaza et de manière grandissante, hélas, la Cisjordanie, où il y a des sondages affolants qui circulent, et que le peuple palestinien se libère de sa mémoire criminelle et de ses penchants génocidaires. Ça, c'est la première condition. Il n'y a pas de solution sans ça, malheureusement. Et est-ce que dans l'ADN d'Israël, il n'y a pas aussi une mutation peut-être à opérer? On en parle souvent. C'est qu'Israël redevienne vraiment un vrai pays oriental. Non, je ne crois pas. Il l'a toujours été. Il y a, vous savez, dans les débats qui ont nourri le sionisme naissant, il y avait plein de débats. Et ça aussi, je raconte ça. Il y avait le débat entre ceux qui pensaient qu'il fallait faire un État normal, un État comme les autres, et ceux qui pensaient que quitte à avoir tellement attendu, autant faire un État un peu spécial, un peu exceptionnel, un État qui aurait tiré les leçons des erreurs des nationalismes antérieurs. D'accord ? Il y avait ce débat-là. Et puis, il y avait aussi le débat que vous évoquez. Est-ce que... quel type d'Israël on fait? Et puis, il y avait le débat, est-ce qu'on est une nation spartiate, un État en guerre, un État sur le pied de guerre, ou est-ce qu'on est un État d'agriculteurs qui font la guerre sans l'aimer? Pour moi, le modèle, ça j'explique un peu ça aussi. Pour moi, quand j'étais enfant, ou adolescent, quand j'étais en Cagne, il y avait un personnage de l'histoire romaine qui me fascinait. C'était le personnage de Cincinnatus. Cincinnatus, c'est 2-3 siècles avant Jésus-Christ, grand héros de la République romaine. C'était un paysan qui, chaque fois que Rome était en guerre, reprenait du service, devenait général, se voyait donner les pleins pouvoirs. Rome gagnait la guerre, et tout le monde disait « Ah, Cincinnatus, reste, tu es un tellement... » Il lui dit « Merci, je retourne à ma charrue. Je retourne à ma charrue. » Et ça, c'est le syndrome de Cincinnatus. Pour moi, les grands modèles d'Israël, évidemment, c'est les modèles bibliques, je suis abreuvé de ça, très bien. Mais il y a quelque chose de Cincinnatus dans les femmes et les hommes d'Israël. Et il y a quelque chose d'assez miraculeux. Vous savez, alors, une grande différence entre l'Orient et l'Occident. Une différence, dans cette région-là en tout cas. En Occident, la paix est la règle et la guerre est l'exception. Ok ? La guerre, c'est un moment dans des grandes plages de paix. Dans les pays auxquels vous pensez, c'est l'inverse. La guerre est l'état normal, et quand on fait la paix, c'est un moment, c'est un intervalle, une parenthèse, un moment où on souffle. Israël qui est en guerre depuis 75 ans, Israël est en guerre depuis le jour de sa naissance. Donc Israël aurait pu s'orientaliser en ce sens-là. Israël aurait pu tomber dans le piège qui consiste à penser que l'état normal des choses, c'est la guerre, et que la paix, c'est des petits moments de respiration. Eh bien, ce n'est pas le cas. Et moi, qui connais, je crois, assez bien ce pays, qui y passe du temps, etc., j'aime ce côté Cincinnatus. J'aime ce côté refus du modèle Sparte, la cité grecque qui était toujours sur le pied de guerre. J'aime l'idée que les Israéliens ne se soient toujours pas fait à cette idée qu'ils vivent dans un état de guerre. J'aime l'idée que ça leur fasse toujours horreur. J'aime l'image, j'en ai rencontré dans ces jours-là, de ces généraux à la retraite, chenus, décorés, braves, qui le matin du 7 prennent la voiture et se dirigent vers le kibboutz, d'où ils avaient reçu le dernier appel d'un enfant ou d'un petit enfant qui les appelait au secours. J'aime ça. Voilà. Des citoyens qui ne sont pas des citoyens soldats, qui peuvent prendre les armes, mais qui les déposent aussitôt. Et ça, c'est la grandeur d'Israël, et c'est une des choses qui font que ça reste un grand pays occidental aussi. Et
le thème, je dirais, fondamental d'Israël, et surtout aujourd'hui, quand on voit le massacre de ce concept un peu partout dans le monde, parce qu'il a été dénaturé dans ce que j'appelle moi le révisionnisme, c'est le sionisme justement. N'est-il pas temps justement de le réinitialiser, de rappeler ses principes fondateurs, qui sont les années-lumière de ce qu'on raconte aujourd'hui, pour justement espérer que demain, ce nouvel Israël, j'ose plus dire Israël d'après maintenant, ce nouvel Israël puisse se refonder sur un sionisme qui a été totalement réinitialisé sur cette pensée de gauche socialiste qui était justement à l'origine de ce concept. Le sionisme, il est ni de gauche ni de droite. Vous savez, considéré comme à l'époque, ouais, considéré comme une idée de gauche. Le sionisme, c'est un mouvement c'est un retour d'abord, mais politiquement, métaphysiquement, c'est une pensée du retour. Politiquement, c'est un mouvement de décolonisation. Hein ? C'est ce qui rend totalement débile la théorie d'Israël fait colonial, puisque le sionisme, c'est un mouvement qui permet à une nation opprimée de se libérer du colonialisme de l'époque, qui est le colonialisme britannique. Et là, je donne tous les détails, les gens sont aveuglés, et les juifs d'ailleurs aussi, comme des phalènes par la lumière de la déclaration Balfour, sans voir qu'aussitôt après la déclaration Balfour, les Britanniques ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher la naissance d'Israël. Donc, le sionisme, c'est ça. Et moi, je vais vous dire un truc, cet esprit du sionisme, je suis de ceux qui pensent qu'il est toujours vivant. Et encore une fois, vous savez, je vais en Israël depuis 1967. Mon premier voyage en Israël, c'est le lendemain de la guerre des 6 jours, 1967, j'avais 19 ans. Et j'ai jamais eu l'impression que le sionisme était à bout de souffle. Même quand Israël est en crise, même quand il y a des disputes politiques au couteau, même quand la querelle démocratique prend des proportions extrêmes, même quand Israël ressemble à ce que disait Ben Gurion, je serai content quand on aura fait un État où il y aura des prostituées, des escrocs, même là, je pense que le souffle du sionisme n'a jamais disparu. Vraiment, hein, je le crois. En tout cas, au sens où je le conçois, au sens où je le vis, ce sionisme, il n'a pas besoin de se réinitialiser. Je crois qu'il est toujours là, dans l'ADN d'Israël. Et Israël reste cet État tout de même assez exceptionnel, franchement. Regardez, en France, aux États-Unis, en Angleterre, on se débat avec des histoires qui semblent parfois tragiquement insolubles, d'intégration, de minorités, etc. Israël, ça aussi, enfin, vous le savez tous bien sûr, c'est quand même un pays où il y a 20% d'habitants arabes, palestiniens, qui ont un petit bout de leur mémoire du côté de ces histoires de Nakba. Ben, c'est des patriotes israéliens. Ce sont des patriotes israéliens aussi. Et là, aujourd'hui, je voyais encore tout à l'heure une image de bédouins d'une unité de Tsahal fraternisant avec des soldats juifs. C'est ça Israël. Et ça, c'est quand même un modèle démocratique, franchement. Alors, je suis totalement d'accord avec vous sur Israël, sur ce sionisme qui est toujours là. Maintenant, et on est là pour ça, puisqu'on s'appelle Diaspora Defense Force. Nous, on repère en revanche qu'en diaspora, et on parle pour la France et dans d'autres pays, parce qu'on est vraiment en lien avec les États-Unis, l'Angleterre, là-bas, en revanche, le sionisme est un petit peu malmené, parce qu'il est considéré justement, il est politisé, tantôt d'extrême droite, voire de droite encore plus dure. On dit que le sionisme est un nouveau nazisme. Donc justement, est-ce que ce travail de réinitialisation du sionisme n'était pas encore plus important chez nous, pour expliquer surtout aux jeunes, parce que et il y a des jeunes qui peuvent en témoigner, dans beaucoup de mouvements jeunes, certains ont peur, voire honte, de se dire sioniste. Ah oui, sionisme, c'est un des beaux mots de la langue politique contemporaine, mais ça, bien sûr. Mais c'est pas d'une réinitialisation qu'il a besoin, c'est d'une réhabilitation peut-être. C'est un mot magnifique, sionisme. C'est le seul mouvement. Moi, vous savez, j'ai vécu des mouvements de libération nationale. J'ai couvert des mouvements de décolonisation toute ma vie. J'ai fait des articles, des reportages dans Le Monde, dans Machin, dans le New York Times, dans le Paris Match. Je connais le seul mouvement de libération nationale
qui n'a pas tourné le dos à ses promesses, j'en connais pas d'autres. C'est le mouvement de libération nationale qui s'appelle le sionisme. Alors après, c'est pas, il y a des trucs qui vont pas, mais en gros, le seul qui n'a pas dégénéré, qui ne s'est pas dénaturé, qui n'a pas tourné le dos à ce qu'il était à l'origine, c'est le sionisme. Ce mouvement de libération nationale réussit. Donc ça, il faut le dire à vos jeunes, à nos jeunes, aux jeunes militants, il faut leur dire, portez haut votre sionisme. C'est pas un gros mot, c'est pas une infamie, c'est pas un mot honteux, c'est un mot magnifique. Voilà, ça je le pense, et c'est une des leçons, bien sûr, de ce petit livre auquel je tiens beaucoup. Pas si petit livre. Merci Bernard-Henri Lévy. J'espère que malgré cette solitude d'Israël dont on a parlé, cette solitude du peuple juif qui est parfois ressentie, ce soir j'espère que vous êtes sentis déjà un peu moins seuls, vu cette solidarité qu'il y a à la fois en diaspora, qui nous a été inspirée bien entendu par cette solidarité extrême de la société israélienne qui s'est refondée. Et voilà, je voulais vous remercier au nom de toute la DDF de votre présence. Pour celles et ceux, bien entendu, qui souhaitent acheter ce livre, ceux qui l'ont déjà acheté pourront se le faire dédicacer dans les minutes qui viennent, juste après la fin de cette conférence, qui n'est pas encore finie. Il y a encore 2 minutes. Quelques petites minutes. Voilà, on va continuer. Et je vous demande d'applaudir Monsieur Bernard-Henri Lévy, à la fois pour son talent et pour, on oublie de le dire souvent, son courage extrême, parce que c'est un philosophe, c'est un écrivain, mais qui va sur le terrain, toujours là où il y a des guerres, pour témoigner. C'est le rôle d'un intellectuel et d'un philosophe. Bravo et merci à vous. Merci. Pour ceux qui m'écoutent encore, qu'on applaudisse Peck, qui a fait tous les dessins, s'il vous plaît. Peck, P-E-K, qui a un talent incroyable. Donc n'hésitez pas à aller le suivre sur les réseaux sociaux. Ne vous battez pas pour faire signer votre livre par Bernard-Henri Lévy. Et je pense qu'on peut à présent passer... J'aurais voulu qu'il y ait la slide pour le 7 octobre, mais bon, je ne l'ai pas vu. À Save the Date, vous avez envie les 2 DJ du festival Nova seront à Paris au mois de juin. Donc gardez la date. Regardez bien les comptes Telegram, etc. On vous annoncera et ce sera toutes les organisations.